Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Trois grands titres à cette édition de Télémidi. L'atmosphère sociale qui s'alourdit en France, nous allons y revenir dans le détail. La crise égyptienne avec la démission de 6 ministres. Et dans le domaine sportif, les suites de l'affaire Carnus-Bosquier. Nous allons revenir donc effectivement en détail sur tout cela. Voyons tout de suite le dossier social français. Au fil des jours, il s'épaissit. Une journée d'action dans la métallurgie aujourd'hui. Le conflit chez Renault n'est toujours pas terminé. On a des contre-propositions cet après-midi. Cela bouge aussi chez Berliet, chez les fonctionnaires, chez les ouvriers du livre et dans les banques. C'est donc une journée assez importante et significative qui commence aujourd'hui et qui a commencé, Bernard Olivier, par la manifestation des métallos ce matin à Paris, place Saint-Augustin. Oui, les syndicats CGT et CFDT avaient donné rendez-vous ce matin aux métallos parisiens, place Saint-Augustin. La manifestation s'est rendue avenue de Wagram où des motions ont été remises au siège de l'organisation patronale de la métallurgie. Le thème de la manifestation, la retraite à 60 ans et la semaine de 40 heures en 1973 au plus tard. Parmi les délégations, les 600 ouvriers de chez Renault ont été accueillis au cri de solidarité par les manifestants. Aujourd'hui, la CGT et la CFDT ont ainsi donné leur réponse à l'Union des industries métallurgiques qui leur avait donné jusqu'au 14 mai pour signer un accord sur la réduction partielle des horaires de travail, accord qui a été signé par EFO et la CGC. En province, des manifestations devaient avoir lieu à Nantes, à Rouen et à Lyon, et des débrayages étaient prévus notamment dans le Rhône et la Loire. Dans un communiqué publié ce matin, les patrons de la métallurgie annoncent l'ouverture de négociations en juin avec EFO et la CGC sur la retraite anticipée pour les travailleurs privés d'emploi ou handicapés. Cette manifestation est importante à plusieurs titres. Pour les syndicats, tout d'abord, la CGT et la CFDT ont mis deux fers au feu. D'une part, dans la métallurgie, où elles sont fortes, en demandant un maximum, à la fois la retraite à 60 ans et le retour à la semaine de 40 heures. Dans les autres secteurs, la revendication est plus modeste. Elle demande la retraite à 60 ans, mais avec un minimum de 800 francs par mois pour les pensions. Ce sera l'objet des manifestations qui auront lieu du 24 au 27 mai, donc à la fin de ce mois. Mais cette manifestation aujourd'hui va permettre aux deux syndicats de mesurer la combativité de leurs troupes. Pour EFO, M. André Bergeron est beaucoup plus modeste. Il faut surtout, dit-il, améliorer les retraites et permettre à ceux qui sont licenciés à 60 ans ou qui sont handicapés de pouvoir partir dans des conditions décentes. Du côté du gouvernement, aussi bien cette manifestation que l'affaire Renault proprement dite sont suivies également avec intérêt. M. Chaban-Delmas a bâti toute sa politique sociale sur la discussion et la signature d'accords. Si les syndicats ne peuvent pas s'opposer à des grèves sauvages, alors c'est toute la politique contractuelle qui est remise en cause et il faut lui trouver un remplaçant. Enfin, le patronat, M. Giscard d'Estaing a demandé hier aux patrons de limiter les prix, mais en même temps de limiter les hausses de salaire et de juguler l'inflation. Les patrons affirment que si des revendications salariales sont trop importantes, ils ne pourront pas exporter à l'étranger et donc ils ne seront plus compétitifs. En définitive, cette manifestation aujourd'hui va permettre aux partenaires sociaux de mesurer la tension sociale. On saura ce soir si la nervosité qui a été promise par M. Segui aura lieu, ou si au contraire, la politique contractuelle peut retrouver un nouveau souffle. Effectivement, en liaison avec cette journée d'action des métallurgistes, un meeting des travailleurs de la régie Renault avait lieu ce matin à l'île Seguin, mais ce que l'on attendait surtout ce matin, c'était une conférence de presse des syndicats. Ils doivent en effet rencontrer à nouveau cet après-midi la direction et faire de nouvelles contre-propositions. Édouard Laure assistait en fin de matinée à cette conférence de presse. Les nouvelles propositions des syndicats portent surtout sur un aménagement du coefficient hiérarchique des ouvriers spécialisés du Mans, autrement dit sur l'aménagement de leur salaire. Là, les syndicats pensent que l'on pourrait trouver très facilement un accord cet après-midi. Deux autres propositions seront faites, garantie du salaire en cas de déclassement et mise en place d'un nouveau système de promotion. Là non plus, en principe, il ne devrait pas y avoir de problème. Mais la négociation de cet après-midi risque d'achopper sur un point très précis. Les syndicats vont demander cette fois sur le plan national et non plus au niveau des ouvriers spécialisés du Mans l'ouverture de négociations pour régler les problèmes des salaires et surtout l'indemnisation des journées perdues pour tous les ouvriers de chez Renault. Nous verrons cet après-midi quelle sera la réponse de la direction des usines Renault.
Je vous le disais en commençant ce journal, un certain nombre de secteurs sont également touchés par ces remous sociaux. C'est le cas chez Berliet, où les mouvements de grève ont plutôt tendance à s'amplifier. Chaque jour, 1000 ou 2000 ouvriers cessent le travail pendant 1 heure. Chez les fonctionnaires, le principe d'une grève de 24 heures a été arrêté pour le 4 juin. Les travailleurs du livre, eux, sont décidés à observer une grève nationale de 24 heures le 26 mai, c'est-à-dire que vous n'aurez pas de journaux le 27. Dans les banques, des débrayages également. Cela a été le cas hier dans plusieurs sièges du Crédit Lyonnais. Des mouvements sont également envisagés à la BNP et à la Société Générale. Quant à la Fédération nationale de l'éducation nationale, quant à la Fédération plutôt de l'éducation nationale, elle a décidé de lancer une semaine d'action au moment où les parlementaires s'apprêtent à discuter du budget de l'enseignement. La FEN considère que les crédits sont insuffisants dans ce domaine. Pendant ce temps-là, les Parisiens, depuis hier, ont quelques soucis avec les transports en commun. Ce matin encore, les conducteurs d'autobus de la RATP ont cessé le travail dans plusieurs sièges parisiens, dans plusieurs dépôts. Cela a provoqué bien sûr de longues files d'attente et bien des employés parisiens sont arrivés en retard ce matin. Il se pourrait bien que le mouvement se poursuive. On envisage des rotations dans cette forme d'action. Il est probable que d'autres dépôts demain donc seront encore en grève. Pour le reste, en France, on parle beaucoup économie avec la suite de la crise monétaire. C'est même un mini-plan de stabilisation qui a été préparé par le gouvernement. On va renforcer le contrôle des prix et déjà de premières mesures ont été prises hier avec notamment un léger relèvement du taux de l'escompte et l'on parle de nouvelles décisions concernant le crédit. Tout cela, évidemment, doit avoir quelques répercussions, j'imagine en tout cas à la Bourse de Paris, Michel Tardieu. Oui, Jean-Michel, bien sûr, c'est le grand sujet de conversation des boursiers. Ils ont gardé un mauvais souvenir du plan de stabilisation et ils espèrent que le mini-plan qui est en train d'être mis en place sera moins sérieux et moins grave. Pour l'instant, ils remarquent que les mesures ne sont pas trop importantes. Certes, l'augmentation des réserves obligatoires représente à peu près 4 milliards de francs qui seront retirés sur les trésoreries bancaires. C'est autant de moins pour faire du crédit aux entreprises. Certes, le taux d'escompte et le taux du marché monétaire vont augmenter d'1/4 de point, mais pour l'instant, les boursiers considèrent que ce n'est pas terrible, que c'est plus psychologique qu'autre chose, et que c'est un petit peu la poursuite de la guerre monétaire, parce que ces mesures, bien sûr, ne font pas plaisir à Washington, mais ça, nous y reviendrons tout à l'heure. Ils considèrent aussi que le gouvernement risque de faire un peu plus, et notamment que mardi, le Conseil national du crédit pourrait prendre des mesures concernant le crédit à la consommation. Une augmentation, par exemple, du premier versement pour un achat à crédit. Et ça leur fait un petit peu peur. Vous verrez que les magasins sont toujours maltraités à la Bourse de Paris. Voilà ce qu'on peut dire pour l'instant des préoccupations boursières. Un petit peu de peur, c'est certain, face à une nouvelle stabilisation. Nous retrouvons Michel Tardieu tout à l'heure, bien sûr, pour les cotations, après Hebdo Livre. Avant de refermer ce dossier économique et social, une chose à rappeler qui nous concerne tous, M. Giscard d'Estaing a décidé de reporter au mardi 18 mai, au plus tard, l'échéance du paiement du tiers provisionnel, du 18, le 18 donc, au lieu du 15. Un attentat à la bombe cette nuit à Paris, au siège du journal Minute. L'explosion a été très violente. La bombe a été jetée dans un soupirail qui donne accès directement à une chaudière à mazout. Par chance, la chaudière n'a pas été touchée. Les dégâts sont pourtant importants, à tel point que plusieurs voitures qui stationnaient avenue Marceau ont été sérieusement endommagées. La direction de Minute rejette la responsabilité de l'attentat sur les organisations gauchistes, en insistant qu'il avait été la cible, ce journal, de 2 autres journaux, mais ceux-là d'extrême gauche. La semaine dernière, l'un de ces 2 journaux étant dirigé par M. Jean-Paul Sartre. Dans le même temps, une organisation intitulée Nouvelle Résistance Populaire revendique l'attentat et demande l'interdiction de Minute à l'affichage et l'inculpation de ses principaux collaborateurs. La manifestation d'ordre nouveau hier avait été annulée en dernière heure. Finalement, une centaine de manifestants se sont tout de même rendus sur les Champs-Élysées. Hier soir, vers 19h30, les forces de police étaient en place. Il y a eu une quarantaine d'interpellations. Revenons, si vous le voulez, maintenant à la crise égyptienne. Monsieur Sadat, le président Sadat, que vous voyez derrière moi, doit prononcer un discours cet après-midi. On y verra peut-être un petit peu plus clair. Toujours est-il que l'on se trouve devant un nouvel épisode de la lutte pour la succession du président Nasser. 6 ministres ont démissionné. Gérard Sebag, on peut essayer de comprendre les raisons de cette crise égyptienne. Oui, il faut dire que cette crise qui éclate aujourd'hui fait sans conteste partie de la lutte au pouvoir que se livrent les dirigeants égyptiens depuis la mort, il y a 8 mois, du colonel Nasser. C'est surtout cela d'ailleurs qu'il faut voir, plus qu'un affrontement entre les dirigeants qui sont pro-occidentaux et les dirigeants qui sont pro-soviétiques. Le président Sadat n'a pas l'intention de partager le pouvoir avec les autres successeurs du régime, prolongeant le cessez-le-feu de facto le long du canal de Suez et recevant, comme il l'a fait, M. Rogers, le président Sadat devait marquer ainsi un peu plus sa volonté de trouver une solution politique au conflit israélo-arabe, surtout par l'intermédiaire de la diplomatie américaine. Il s'opposait ainsi au dur, dont le chef de file était M. Ali Sabri, et connu également pour ses sentiments pro-soviétiques. M. Ali Sabri éliminé, il est évident que ses amis devaient l'être également.
Depuis déjà plusieurs semaines, le président, arrivant, vous allez le voir, à l'Assemblée nationale, s'était trouvé en minorité au sein du parti unique, le Parti socialiste arabe. Il est accueilli par deux de ses membres influents, et démissionnaires d'ailleurs, le président de l'Assemblée nationale, M. Labib Chouker, et M. Aboul Nour, le secrétaire général du parti. Autre ministre important écarté, celui de l'Intérieur, M. Charoul Gomea, le grand maître de la police, M. Fayek, le ministre de l'Information, et surtout le ministre de la Défense, le général Fawzi, remplacé par le chef d'état-major de l'armée égyptienne, le général Sadek. Bon, on peut essayer de voir maintenant, disons, le rapport des forces. Il est certain que si quelque chose devait bouger contre le président Sadat, cela viendrait de l'armée. L'armée est en effet la seule force, forte de 800 000 hommes, la seule force organisée du pays. C'est pour cette raison sans doute qu'il y a 2 jours, le président Sadat a fait une tournée des popotes sur le front de Suez, où il a dû donner des garanties aux militaires et s'assurer également de sa popularité auprès d'eux. Quant au peuple égyptien, le président Sadat a décidé de prendre d'importantes mesures en faveur des libertés en Égypte. Les écoutes téléphoniques, entre autres, ont été supprimées et toutes les opérations dites de surveillance policière portant atteinte aux libertés des citoyens ont été suspendues. Le président Sadat joue donc le libéralisme et si dans les prochains mois il réussit à faire rouvrir par la voie diplomatique le canal de Suez, il apparaîtra alors vraiment comme l'homme fort de l'Égypte. Sinon, je pense que surtout les militaires ne lui pardonneront pas son échec et seront les artisans de sa défaite et de sa chute. Prochain épisode, donc sans doute cet après-midi, avec justement ce discours du président Sadat. Sur la scène internationale, autre chose d'important à noter, cela se passe en Grande-Bretagne, les travaillistes viennent de remporter une victoire assez spectaculaire aux élections municipales qui se déroulaient au Pays de Galles et en Angleterre. Les conservateurs perdent la majorité des districts de Londres et également de plusieurs grandes villes de province. C'est un score intéressant, en tout cas, 1 an après la victoire des conservateurs aux élections générales. L'avion supersonique américain, après bien des difficultés, va peut-être finir par voir le jour. Déjà, la Chambre des représentants avait exprimé son accord pour la poursuite du projet. Les sénateurs vont peut-être suivre cet exemple, puisque la commission des crédits du Sénat approuve également la relance de ce projet. On parle beaucoup d'environnement et de protection de la nature depuis quelques mois. En Suède, ce problème vient de prendre une tournure tout de même assez inattendue. Vous voyez ces jeunes gens installés dans des hamacs en plein cœur de Stockholm. Depuis cette image, les choses ont mal tourné. De véritables batailles rangées viennent en effet d'opposer les policiers et plus de 1000 Suédois en colère. Et tout cela, Serge Rémy, pour la sauvegarde d'une quinzaine d'arbres que la municipalité voulait abattre. Boulevard du Centre à Stockholm, un spectacle aujourd'hui habituel face aux policiers, 1 millier de personnes, mais un slogan inattendu, Cooper d'orme, assassin. Il s'agit en effet de défendre une quinzaine d'arbres séculaires que la municipalité a décidé d'abattre afin de construire une station de métro. La municipalité a maintenu sa décision, les manifestants passent à l'attaque et les policiers, vous le voyez, répliquent assez durement. Parmi les manifestants qui sont sur les lieux depuis la veille, un jeune homme grimpé au faîte d'un orme et qui s'y est confectionné une sorte de nid. Il a dormi là-haut. Les employés de la municipalité apparaissent tronçonneuses à la main, ils attaquent leur premier arbre, ils n'iront pas plus loin. Une charge furieuse des manifestants amène l'intervention de la garde à cheval. Rebagarre aussi violente que la précédente. Bilan, 15 blessés légers, dont 5 policiers. L'un d'entre eux a d'ailleurs été mordu par son propre chien, complètement harcelé par le bruit. Les défenseurs de l'orme restent donc maîtres du terrain et quand le jour se lève, c'est la kermesse. Des jeunes gens ont passé la nuit sur le gazon. La population de la capitale commence à défiler apportant son soutien aux défenseurs des arbres sous forme de ravitaillement de bonbons et de couvertures. La municipalité, pour sa part, n'a, semble-t-il, toujours pas renoncé à sa décision, mais des conseillers municipaux ont reçu des coups de téléphone anonymes. Nous couperons les arbres de vos vergers, leur a-t-on dit, si vous abattez nos ormes. Les amis des arbres ont fait circuler des pétitions et ils ont même placardé une lettre de protestation au roi Gustave Adolphe de Suède sur l'arbre où vous l'avez vu, toujours perché, le même manifestant. Municipalité et contestataires maintiennent donc leur position. Pour le moment, les arbres sont toujours debout.
protection de la nature prend quelquefois des formes assez curieuses, vous le voyez. Vous vous souvenez sans doute de la catastrophe de la caravelle Ajaccio-Nice, c'était en septembre 68. 95 personnes étaient mortes à bord de la caravelle. Depuis, l'enquête s'est poursuivie. Les spécialistes ont étudié, bien sûr, les débris repêchés. Ces débris, on vient d'ailleurs de les voir, François Cornet, dans le hall de l'aérospatiale de Toulouse. Le mystère de cet accident est loin d'être élucidé. 8 tonnes de débris récupérés par 2300 mètres de fond dans la baie d'Antibes et sur lesquels on peut lire éléments de réacteur, tuyaux de dégivrage, contrôleurs de pression, c'est tout ce qu'il reste de l'appareil. Des épaves sans signification pour le profane, mais précieuses aux enquêteurs du secrétariat général à l'aviation civile qui se sont livrés à un véritable puzzle géant pour tenter de reconstituer la partie arrière de l'appareil qui aurait brûlé sur une longueur de 7 mètres. Aucune pièce toutefois ne leur permet pour l'instant de déterminer les causes de l'incendie. Seules des analyses chimiques des épaves qui seront assez longues permettront peut-être de faire progresser l'enquête. Dans le domaine sportif, une grande affaire, l'affaire Carnus-Bosquier. M. Rocher, le président de l'AS Saint-Étienne, a en effet décidé, vous le savez, de licencier, du moins de résilier les contrats des deux footballeurs, Carnus et Bosquier. Cela donne, Patrick Chaput, quand même une curieuse ambiance pour cette fin de championnat. Oui, puisque les deux meilleurs joueurs, enfin deux des meilleurs joueurs de l'équipe de France vont donc terminer ce championnat sur la touche. Pourquoi M. Rocher a-t-il pris cette décision? Eh bien, il le dit parce que Carnus et Bosquier, que vous voyez ici, Carnus à gauche, Bosquier à droite, marqué d'une croix, en prenant des accords avec le président Leclerc pour jouer l'année prochaine à Marseille, ont porté une atteinte extrêmement grave à l'équilibre de Saint-Étienne. Comment ont réagi les intéressés? Eh bien, Carnus et Bosquier ont expliqué à Paul Laporte comment ils avaient appris la nouvelle et surtout comment ils envisageaient maintenant la suite de cette affaire. Georges Carnus, hier, à peu près à la même heure, vers 9h30, il s'est passé une chose assez particulière dans le vestiaire de l'ASE. Non, un peu plus tard, parce que c'était à la fin de l'entraînement, lorsque tous nos camarades s'apprêtaient à partir ainsi que nous. Le président nous a appelés, nous a dit « j'ai 2 mots à vous dire ». Alors, on est allé dans la petite salle derrière, et il nous a dit « voilà, notre conseil s'est réuni, et à partir d'aujourd'hui, on vous suspend votre contrat, et pour le bien de l'équipe et pour le moral de l'équipe, je vous interdis de remettre les pieds au stade. Alors vous pouvez prendre vos affaires, débarrasser vos placards et rentrer à la maison. » Ce qui signifie que maintenant, il n'y a pas de retour possible. Ah, je crois pas. Enfin, je ne sais pas comment vont se passer les choses maintenant, mais on attend et on verra bien. Bah donc, le premier point d'histoire éclairci, mais maintenant, la suite. Quelle suite allez-vous donner, messieurs? Bernard Bosquier. Vous savez, pour le moment, la suite, pour nous, ça, comme j'ai dit hier, c'est une grosse déception de devoir quitter nos camarades, vis-à-vis aussi du public qui nous a aimés, je pense. Partir de l'AS Saint-Étienne de cette manière, on est encore déçus de savoir ce qu'on va faire. Comme j'ai dit hier, il faut se donner quand même 2-3 jours de réflexion pour voir les choses plus sereinement, plus calmement. Je pense que c'est là la meilleure solution. Ce que je peux dire, c'est que de toute manière, s'il arrivait quoi que ce soit et qu'on fasse appel à nous encore, je pense notamment à M. Batteux, et si les joueurs voulaient qu'on revienne, on est à la disposition du club, et c'est ce que j'ai dit, c'est qu'on fait encore partie de la SS, nous, dans notre cœur, et si des fois M. Batteux pensait nous rappeler, je pense qu'on répondrait présent, parce qu'on aime trop la Saint-Étienne. Oui, Batteux rappellera peut-être ces 2 joueurs, mais il faut déjà envisager les suites juridiques pour cette affaire, car en fonction de l'article 9 du statut professionnel, les joueurs peuvent, en cas de résiliation de leur contrat, plaider le préjudice moral et demander des dommages et intérêts, ce qui sera sans doute fait par l'intermédiaire de l'Union des joueurs professionnels. À Saint-Étienne, sans doute, cette affaire fait grand bruit. Des lettres de menaces ont été adressées à Carnus et Bosquier, mais il s'agit là de réactions extrêmes, et nous avons voulu savoir quelle était ce matin l'opinion de l'homme de la rue à Saint-Étienne. Reportage de notre station de Lyon. Monsieur, vous êtes un jeune supporter de l'AS Saint-Étienne, alors vous connaissez bien sûr l'affaire Carnus-Bosquier qui fait parler toute la France, non pas seulement Saint-Étienne. Est-ce que vous êtes d'accord sur le dernier acte, le limogeage des 2 joueurs? Je pense que le président Rocher et la direction de l'ASS n'auraient pas dû prendre cette position dure envers Carnus et Bosquier, Carnus et Bosquier qui ont quand même rendu de grands services à l'équipe. Et personnellement, je pense qu'au moment où Saint-Étienne avait besoin de toutes ses forces quand même pour essayer, jusqu'à présent nous en étions convaincus, de remporter ce championnat, ça peut et ça va certainement créer un malaise non seulement entre les supporters et les joueurs, mais même peut-être à l'intérieur du club lui-même, et je crois que c'est regrettable.
Vous donnez tort à M. Rocher ou aux Ah, joueurs? non. Oh non, ni aux joueurs, ni à M. Rocher. Les joueurs, évidemment, ils partent à Marseille. Et c'est là peut-être ce qui a provoqué l'ire du public, quoi. Oh, vous savez, moi, d'abord, je suis pas stéphanois. Et ensuite, le sport, ça devient une histoire de gros sous. Je crois que Carnus et Bosquet ont eu une attitude tout à fait inélégante et que le président Leclerc n'a pas joué le jeu et que par-dessus le marché, on peut très bien se passer de Carnus parce qu'il ne faut pas oublier qu'un goal, si bon soit-il, est bon à condition qu'il y ait des arrières qui marchent bien et les arrières continueront à bien marcher. Par conséquent, je crois que ce n'est pas une catastrophe pour la SS. En tout cas, cette affaire de Saint-Étienne déborde du cadre du sport pur. Et on aimerait que la fédération se penche maintenant sur ces problèmes de transfert qui peuvent encore aboutir à de telles situations. Cet après-midi, heureusement, le sport à l'état pur reprend ses droits, avec en tennis le début de la rencontre France-Finlande de Coupe Davis à Roland-Garros. Une formalité sans doute pour l'équipe de France qui pensera surtout à sa prochaine rencontre contre l'Espagne à Barcelone. Nous vous présentons maintenant cette équipe de France qui compte deux nouveaux membres, notamment Patrick Proisy, que nous allons voir. Voici Pierre Barthès qui a 29 ans, qui est revenu cette saison chez les amateurs. Il jouera en double avec Patrice Dominguez. Voici Geoffrey, 30 ans, le plus expérimenté des joueurs français. Il disputera les simples. Et puis voici Proisy, qui jouera aussi en simple. À 21 ans, il est la révélation de l'année. Les exploits des mousquetaires le font déjà rêver. Patrick, pensez-vous appartenir, là je vous demande de me répondre sincèrement, à une équipe de France suffisamment forte pour aller très loin en Coupe des Fils et peut-être succéder à ces fameux 4 mousquetaires dont on parle trop d'ailleurs? Oui, on en parle beaucoup. Disons qu'ils ont été très très forts. Ils nous ont fait pas du mal, mais ils nous ont vraiment empêché peut-être d'accéder au premier plan parce que peut-être que les journalistes et la presse nous en demandaient trop alors qu'on n'était peut-être pas assez préparés. En ce qui concerne cette année, je crois vraiment que pour la première fois depuis très longtemps, nous avons vraiment disons 5 joueurs à peu près, 5 ou 6 joueurs d'égale valeur pratiquement sensiblement. Et je pense que si la chance nous sourit, je pense que nous pouvons faire une très longue carrière en Coupe Davis. Mais je pense qu'il nous faut quand même un délai de 2-3 ans pour vraiment réussir ce que nous voulons, c'est-à-dire gagner la Coupe Davis. Voilà fait ce tour de l'actualité. Vous avez rendez-vous maintenant à la cafetière avec Étienne Laloux pour Hebdo Midi Livre. Aujourd'hui, à ma table, exceptionnellement, parce qu'on ne peut pas avoir cette chance toutes les fois, j'ai Jean Dutour et Madame Jean Dutour, Camille Lemercier. Ça va nous permettre de parler peut-être un peu plus familièrement, d'autant plus qu'il y a quelques 30 ans que nous nous connaissons. À peu près, oui. Et que nous sommes amis. Et qu'en plus nous sommes amis. Et qu'apparemment nous sommes amis, et qu'en plus nous nous tutoyons, ce que nous allons faire, parce que je trouve qu'il est très gênant de refabriquer un vouvoiement artificiel. Je vais parler de vos 2 livres, ou plutôt nous allons parler tous les 3 de vos 2 livres, qui sont très différents, non seulement par le format, mais par le genre littéraire et par le contenu. Le livre de Camille Lemercier, La séduction même, est un roman, et un gros roman, et le livre de Jean Dutour, Le paradoxe du critique, est un tout petit livre, minuscule. Un essai. Minuscule. Alors nous allons commencer naturellement par parler du livre de Camille. Bien sûr. C'est un livre... Oui, encore que sur les enveloppes, on met toujours monsieur et madame. C'est vrai, mais, enfin, bon, mais maintenant que les spectateurs nous ont vus, je crois qu'ils seraient surpris que nous commencions par... française, français. Voilà. Alors, je vais demander d'abord ce gros livre qui s'appelle La séduction même et qu'on pourrait aussi appeler Le portrait d'un séducteur. Est-ce que c'est un livre que tu portais depuis longtemps? Est-ce que c'est un livre... Enfin, comment il s'est fait, ce livre? Comment il s'est fabriqué? Enfin, si je le portais depuis longtemps, ça, j'en sais rien. Enfin, je l'ai commencé, j'ai mis 3 ans à le faire. C'est un petit peu long. Ça ne sent pas du tout. C'est un livre qui paraît au contraire tout le temps écrit de source. Ah ben, c'est justement, c'est ça le travail. Non, je ne crois pas que... Enfin, je le portais sûrement à moi, puisque je l'ai écrit. Mais je ne peux pas dire que j'en avais l'idée avant, et c'est pas, comme tu disais tout à l'heure, avant l'émission, c'est pas mon monde. Oui, c'est pas avec des gens comme ça que je vis. C'est ça. Au contraire. C'est pas le portrait de Jean.
Ah, c'est pas le portrait de Jean, c'est pas mon portrait. Je le regrette un peu, parce que la séduction même, ça m'irait assez. Mettons que c'est... Enfin, la séduction même, c'est ce que nous voudrions être tous les deux. Enfin, pas le héros du livre, mais la séduction même. Oui, parce que le héros du livre, on se pose des questions d'ailleurs. On se demande si tu l'aimes ou si tu ne l'aimes pas. Ah, je l'aime beaucoup. Tu l'aimes beaucoup. Ah, il y a des moments où tu le peins tout de non, même. je le peins durement. Durement. D'abord, parce que ça, c'est dans mon caractère. Je suis toujours dur, qui aime bien, châtie bien. Mais tu l'aimes. Je suis dur avec les gens. Tu as le droit de placer un mot. Il lui est arrivé un petit peu un phénomène comparable à celui de l'amour avec ce personnage. C'est qu'au début, il lui plaisait pas énormément. Non. Et puis peu à peu, elle s'était prise de lui. Et à la fin, on voit qu'elle l'adore. Oui. C'est un phénomène que tu connais, ça. Que je connais. De connaître de mieux en mieux son personnage à mesure qu'on oui, le bien sûr. Moi aussi, il fréquente. m'est arrivé de partir comme ça dans un roman avec des personnages que j'aimais pas, et à l'arrivée de me retrouver très ami avec eux. Comment vous faisiez pratiquement? Vous étiez chacun à votre machine à écrire aux mêmes heures, non? Ah non, pas du tout. Pas du tout. Parce que Jean travaille le matin. Parce qu'il n'y a qu'une machine, peut-être. Non. Ah non, moi j'avais une vieille machine qui était au bord de l'agonie et que j'ai menée jusqu'à la dernière page du livre. Et elle est morte, elle a poussé son cri. Au point que je tapais en double exemplaire et que le premier exemplaire était tellement pâle que j'ai pas pu le donner à l'éditeur, j'étais obligée de lui donner le double parce que le carbone avait quand même réussi, c'est un petit peu plus lisible. Et pour la récompenser d'avoir écrit tout un roman de la page 1 à la page 400, eh bien, quand ça a été fini, je lui ai offert une machine à écrire neuve. Voilà. Pour le prochain. Pour le prochain. J'appelle la Rolls. Je vais quand même te demander si tu avais raconté l'histoire du livre, à le résumer en quelques lignes, comment tu le raconterais. Parce que je voudrais bien que les spectateurs sentent ce qu'il y a dedans. Oui, c'est-à-dire qu'il y a deux plans. En dehors du séducteur. Oui, il y a deux plans. C'est l'histoire, enfin, banalement, c'est l'histoire d'un Rastignac. Enfin, c'est toujours ce qu'on dit. Ce Rastignac est américain, il vit à Paris en 1956. C'est ça, c'est un peu particulier. C'est dans un milieu américain. Dans un milieu plutôt américain, oui. Il travaille, alors ça, c'est un petit peu, c'est exotique. Je l'ai fait un peu, enfin, je n'ai rien fait exprès, mais après coup, je me dis que je l'ai fait pour ça. Et puis le deuxième plan, plus profond, qui est un thème qui m'est cher, c'est un petit peu le thème de l'enfant prodigue et de la grâce. C'est ça. C'est-à-dire qu'il fait des tas de choses très mal et qu'il n'est puni de rien. C'est ça. Et voilà. il réussit. Et il réussit. Et non seulement il réussit, sa réussite matérielle, ça c'est une chose qui n'est pas importante. En tout cas, à mes yeux, n'est pas importante. Mais il réussit surtout à faire par des voies détournées le bonheur de tous les gens qui sont autour de lui. Et ça, pour moi, c'est important. Est-ce que c'est un personnage qui aurait pu figurer dans un de tes romans? Oh, je crois pas, non. C'est pas du tout un personnage qui vient de mon fond à moi, ça, il vient de son fond à elle. Et il reflète d'ailleurs des choses, enfin il reflète aussi des choses qui nous sont communes à tous les deux. D'abord, une espèce d'amour de l'énergie, d'amour stendhalien de l'énergie, car son personnage, elle ne le dit pas, c'est tout de même, c'est quand même une espèce de petit Julien Sorel américain qui est là à Paris. Et d'ailleurs, sans le faire exprès, il a un petit peu le destin de Julien Sorel, le destin beaucoup moins affreux que Julien Sorel, parce qu'on ne lui coupe pas la tête à la fin, au contraire. Mais il aime deux femmes, et il les aime de la même façon. Il a sa Madame de Rênal, et il a sa Mathilde de la Mole. Oui, c'est vrai. Et il aime Madame de Rênal, et il n'aime pas Mathilde de la Mole, comme Julien Sorel. Si on parlait un petit peu du paradoxe du critique. Après un gros roman comme ça, je me sens tout petit, tout minuscule. C'est une préface, je crois, le paradoxe du critique. Le paradoxe du critique était une préface, c'était primitivement une préface que j'avais l'intention de mettre en tête de mon recueil d'articles de critique dramatique, puisque j'ai été critique dramatique 7 ans à France Soir, et puis j'ai arrêté, et puis une fois que j'ai eu arrêté, je me suis dit, on va publier. Voilà. Vu que la littérature, il faut que ça fasse des livres. Et à ce moment-là, pour publier, il est d'usage de faire une préface qui redonne un peu l'unité. Et puis surtout, j'ai vu énormément de mauvaises pièces, et c'est avec les mauvaises pièces qu'on fait les bons recueils, non pas avec les bonnes, c'est bien connu. Alors donc j'ai voulu faire une préface, et puis cette préface a pris de l'extension, c'est devenu une espèce de petit traité de la critique, et puis voilà. Tu dis même que la première préface que tu avais faite, tu n'en as pas été content du tout. Non, parce que j'ai voulu me hausser du col, parce que je voulais me présenter comme un grand critique dramatique, ce qui était complètement grotesque. Et là, au contraire, ce que tu racontes, c'est presque les coulisses, c'est le côté pas heureux du critique. Bien sûr, c'est ça qui est amusant. C'est la grande confrérie aussi de la critique. En fait, c'est une espèce de petit croquis social, comme en faisait, excuse-moi de la comparaison, comme en faisait Balzac. C'est une petite monographie du critique, comme il aurait dit. Voilà.
Mais ceci, d'ailleurs, ce paradoxe du critique, qui est un petit tirage, se retrouvera alors en tant que préface au recueil d'articles de critique qui va être publié, je ne sais pas bien quand, au mois d'octobre, au mois de novembre. D'ailleurs, au jour d'aujourd'hui, il y a peu de choses aussi orgueilleuses que de dire qu'on n'est pas sérieux. Oui, c'est vrai. C'est le comble de la présomption. Un farceur, tu dis. Tu dis que tu es un farceur, que tu n'es pas sérieux. Oui. Ça, alors, Qu'est-ce que tu as pensé du livre de Jean? Du paradoxe critique. Oui. Moi, je trouve ça merveilleux. Enfin, de toute façon, alors, Le contraire m'aurait été. Alors, et toi, Jean, qu'est-ce que tu penses du roman de ta femme? Moi, je suis émerveillé, d'abord qu'elle ait écrit un roman, et ensuite que ce roman soit si bon. Tu ne penses pas que je peux en dire du mal, d'abord, mais en plus de ça, c'est vrai, je le pense très profondément. Quant à elle, depuis 30 ans, elle m'a habitué à l'admiration, au mot grandiose, au génial, au sublime. Alors, tu comprends, c'est une épouse modèle pour ça. Ça fait beaucoup de bien et beaucoup de mal. Quoi. Non, beaucoup de bien. Oh non. J'ai assez d'ennemis pour me dire mes 4 vérités, si tant est qu'elles soient vraies. Eh bien, j'espère que ce petit entretien aura donné envie de lire ces 2 livres qui, en plus, sont tous les 2, chacun dans leur genre, des livres stimulants. Et je rappelle leur titre. Le roman de Camille Lemercier paraît chez Grasset et s'appelle La séduction même. L'essai de Jean Dutour chez Flammarion, Le paradoxe du critique. Nous retrouvons Michel Tardieu à la Bourse de Paris pour les cotations maintenant. Michel Tardieu. Eh bien, les boursiers ne sont pas contents d'eux et ils ne sont pas contents non plus des dirigeants syndicaux ni du ministre des Finances. Autrement dit, ils s'inquiètent à la fois de la situation sociale et du mini-plan de stabilisation qui se met en place. Vous allez le voir, c'est l'effritement qui domine à peu près partout, sauf sur le marché de l'or, parce que sur le marché de l'or, on continue d'assister à des courants d'achat importants à Londres. À Londres, d'ailleurs, c'est assez amusant, on monte pratiquement tous les après-midi, et au contraire, à la séance du matin, on est plus irrégulier et parfois plus faible. Ça a été le cas encore hier soir, où on a monté très fortement à Londres, alors que ce matin, on était plus irrégulier. D'ailleurs, certains se demandent si les décisions françaises ne sont pas un peu en rapport avec la hausse de l'or, parce que finalement, disent les spécialistes, la hausse du taux d'escompte décidée à Paris, ce n'est pas la peine de s'attarder sur les cours sur les valeurs qui ne sont pas cotées. Je crois qu'on pourrait accélérer pour arriver à celles qui sont cotées. Ce sont celles qui nous intéressent le plus. Les voilà. Oui, parce qu'en définitive, les financiers disent la France donne le signal de la fin de la baisse des taux d'intérêt, alors que les États-Unis demandaient depuis de nombreuses semaines à l'Europe de relever ces taux d'intérêt, parce que les Américains affectaient de croire que les dollars sortaient des États-Unis pour aller vers l'Europe uniquement parce que les taux d'intérêt étaient plus forts en Europe. Or, la France donc donne le signal de la fin de la détente des taux d'intérêt et le président Nixon se trouve ramené au problème précédent, où il relève les taux américains pour défendre le dollar et éviter que les capitaux s'en aillent, auquel cas il risque de ralentir l'expansion américaine, ce qu'il ne veut à aucun prix en raison de l'approche des élections américaines, ou il ne bouge pas, et à ce moment-là, le dollar continue de s'affaiblir. Donc, on dit un petit peu que la guerre monétaire entre Paris et Washington n'est pas terminée. Pour revenir à des préoccupations moins planétaires, je voudrais vous donner lecture d'un communiqué de la compagnie des agents de change qui signale qu'à compter du 21 mai, les actions des sociétés françaises Moulinex et Sagem, ainsi que les obligations convertibles de Michelin, de Peugeot SA et de Vallourec, et les actions ordinaires de la Chase Manhattan Corporation seront cotées à terme, ferme et conditionnel, et qu'à compter du 23 septembre passeront au terme les actions de Carrefour, de CIT et d'Alcatel. En revanche, un certain nombre d'autres actions redescendent du terme au comptant. Il y a un certain nombre de mouvements qui prouvent simplement que la bourse continue de vivre. Ici, la Bourse de Paris. À vous, Jean-Michel Desjeunes. Ce journal est terminé, pas de nouvelles informations depuis le début de cette édition de Télémidi. Je vous souhaite de passer une excellente journée.